programme du CNR. Je rappelle que le mouvement de la paix a été créé par un petit groupe de résistants, de grands résistants, en 1948, dans cet esprit du programme du CNR. Alors, cette paix sociale que nous souhaitons, en ce moment, nous pensons qu'elle est en danger. En France, 10% de chômage, les grands médias aux mains du complexe militaro-industriel, d'où une information détournée ou sélective. Un appauvrissement de la culture, mais aussi de l'enseignement. Une justice sélective, dure avec les petits, compatissante avec les puissants. Si on y ajoute des lois liberticides qui sont en train de s'élaborer et également l'attaque contre le Code du travail, on a ici tous les ferments de révolte, voire de guerre civile et de la montée du fascisme. C'est pourquoi cette soirée, parce que le mouvement de la paix est inquiet. Je voudrais d'abord souligner combien avoir mis ce débat sous le sigle des jours heureux était opportun. Et vous ne serez pas totalement étonné de constater que je ne suis pas d'accord avec Jean-François Copé. Je pense que ce qui caractérise d'abord le Conseil national de la résistance, ce n'est pas le mot effort, c'est le mot progrès social. Et je pense précisément que il faut bien mesurer combien est significatif que dans une période d'effondrement politique, économique, social, moral, au plus noir de l'occupation nazie, des hommes et des femmes ont choisi le progrès social et démocratique comme moteur du redressement et de reconstitution de la nation, et que ce choix a marché, et qu'on a connu dans une période relativement brève un formidable redressement du pays, à la fois dans sa constitution, reconstitution comme entité nationale et solidaire, et également sur le plan économique et social. Je crois que mesurer combien un pays pillé, détruit en grande partie, où les élites patronales et politiques avaient trahi, constater qu'il a pu se reconstruire sur la base du progrès social, c'est aussi faire le lien avec d'autres périodes de conquête sociale, celle de 1936, celle de 68, où des progrès sociaux considérables ont été réalisés, qui chacun ont constitué des aliments pour un développement collectif et non pas un appauvrissement. J'ajouterai que on mesure particulièrement le caractère révolutionnaire, audacieux des propositions du CNR. Quand on regarde la situation de la presse, vous comprendrez que j'y sois particulièrement attentif, où aujourd'hui, parmi les quotidiens nationaux, il n'existe plus que l'Humanité comme quotidien national indépendant, La Croix, qui appartient à un groupe d'édition catholique puissant, Bayard. Tous les autres viennent de passer, dans les années passées, entre les mains vraiment des acteurs du CAC 40 et des acteurs majeurs. On a vu ainsi Bernard Arnault, le propriétaire des Échos et de LVMH, qui est un des groupes le groupe de luxe le plus puissant au monde, prendre le contrôle du Parisien. Les lecteurs du Parisien ne risquent pas d'acheter en grand nombre des sacs Louis Vuitton ou des robes Christian Dior. Il le fait pour contrôler l'opinion publique comme outil d'influence. Même chose pour Libération, contrôlée par Patrice Drahi, qui a fait des emplettes grâce à des prêts généreux des banques. Il a racheté pour 140 millions l'Express, 40 revues et magazines, parmi lesquels l'Étudiant, l'Histoire, etc., etc. Et il associe tout ça à une télévision d'information israélienne. C'est vrai aussi pour Le Monde, qui a passé sous le contrôle de la Banque Lazare, avec M. Pigasse, de Free, avec M. Xavier Niel, et puis Berger, qui lui aussi incarne le luxe. Donc l'ensemble des grands moyens d'information écrits est passé sous le contrôle de cette oligarchie
que le Conseil national de la résistance voulait bannir du monde de l'information. Je crois que c'est significatif comme portée révolutionnaire, mais aussi comme braise ardente à ranimer que ce programme du Conseil national de la résistance. Le thème de la paix sociale a été choisi par le mouvement de la paix. C'est souligné en miroir que nous sommes dans une situation de guerre sociale. D'ailleurs, Bernard Thibault prépare un livre qui va sortir début avril, qui s'appelle « La Troisième Guerre mondiale sera sociale ». Alors que l'Europe, parmi l'ensemble des continents du monde, est le lieu des conquêtes sociales, des droits sociaux les plus avancés, c'est aussi là où est né le syndicalisme, là où des conquêtes et des grandes luttes sociales se sont conduites. L'ensemble des pays européens aujourd'hui sont engagés dans une véritable course au moins-disant social. C'est l'Angleterre avec ses fameux jobs 0 €. On peut travailler quelques jours et puis ensuite le patron décide que vous ne travaillerez plus et que vous ne toucherez rien. C'est également l'Allemagne avec les lois Hartz qui ont précarisé l'emploi et mis en place des jobs à 400 €. C'est l'Italie avec les lois Renzi, l'Espagne avec ce chômage qui touche 46% des jeunes et qui a été institué, développé avec les lois Rajoy qui ont fait perdre beaucoup de droits sociaux. C'est également, vous connaissez la situation, la Grèce, le Portugal, la Belgique, où toutes les conventions collectives sont menacées par le gouvernement de droite. La France connaît le même phénomène, avec la loi Macron d'abord, et surtout avec le projet El Khomri, qui en 130 pages menace pratiquement tous les domaines, la rémunération, le temps de travail, la formation, les jeunes comme les moins jeunes, l'exercice du droit syndical, la primauté inversée entre la loi et la norme. C'est d'ailleurs un projet dont, d'une certaine manière, la méthode de présentation illustre le fond. Elle a été imposée en toute brutalité et même en toute illégalité, puisque depuis qu'une loi Larcher a été votée, toute modification du Code du travail doit faire au préalable l'objet de consultations et négociations avec les organisations syndicales. Là, on n'en a pas vu, il a fallu les mobilisations sociales pour qu'on commence à rencontrer les syndicats, si ce n'est à les entendre. Il y a même été, avant même que la loi soit publique et présentée, agiter le spectre du 49.3 pour l'imposer à l'Assemblée nationale. D'une certaine manière, la méthode traduit toujours le fond. Je disais, une véritable guerre sociale est engagée par les milieux dirigeants pour faire régresser les droits des salariés et finalement pour faire peser directement sur eux et encore plus sur eux une augmentation des profits et de la rentabilité du capital, des progrès de la rentabilité du capital. D'ailleurs, sur le plan mondial, toute une série de dispositifs sont aujourd'hui discutés ou ourdis dans le plus grand secret. C'est le traité transatlantique qui prévoit des déréglementations, des libéralisations à outrance et des reculs des droits sociaux sous l'effet d'une concurrence qu'il faudrait rendre encore plus libre, encore moins faussée selon les formules des milieux dirigeants. C'est un traité qu'on connaît encore moins, c'est le TISA, qui prévoit là, de démanteler les services, notamment les services publics, pour livrer aux appétits des financiers des secteurs de rentabilité qui leur paraissent essentiels. Ça va de la protection sociale à l'ensemble des services publics, dont l'éducation. C'est le traité transpacifique qui s'est mis en place de l'autre côté des États-Unis, en direction de nombreux pays d'Asie, et qui tous ont cette boussole, la déréglementation la plus sauvage, aucune contrainte ou le moins de contraintes possibles mise à l'exercice de la politique des multinationales. La situation est assez éclairante sur le plan mondial. Aujourd'hui, 73% de la population mondiale est privée de protection sociale. Un travailleur sur deux est sans retraite. 12% seulement des chômeurs sont indemnisés. Seuls 28% des femmes ont droit à des allocations maternité. La précarité est devenue et est en train de devenir encore plus la caractéristique de l'emploi mondial.
Et alors que les évolutions démographiques exigent la création de 600 millions d'emplois en 2030, nous sommes dans une situation à l'échelle mondiale où on assiste à de massives destructions d'emplois. C'est donc une source de tension, de déstabilisation dans de très nombreux pays. Et on constate d'ailleurs que toute zone de non-droit porte un préjudice pour l'ensemble de l'humanité. Il n'y a qu'à voir la carte du monde social aujourd'hui. Les zones de tension et de conflits armés se superposent très souvent aux zones de non-droit et de misère sociale. C'est souvent ce qui est le tréfonds des guerres, des conflits, des affrontements. On commence maintenant à parler de guerre de l'eau, de guerre de migration, et il faut bien mesurer que le système tel qu'il s'est mis en place de régression sociale et de menaces sociales a des conséquences qui sont aussi des conséquences de violences armées et de tensions. Ça permet aussi de mesurer qu'aujourd'hui, défendre le progrès social en France, c'est aussi défendre le progrès social dans le monde, que de la même façon, intervenir pour les droits sociaux à l'échelle mondiale, c'est aussi œuvrer pour les droits sociaux en France, et que cette interaction à l'échelle mondiale, européenne, nationale, est devenue absolument indispensable parce que les multinationales, les milieux dirigeants ont décidé d'user, de se servir de la mondialisation pour ôter les possibilités d'intervention ou de souveraineté au peuple. Donc ils ont intérêt à se réunir, et je dirais d'un certain côté à retrouver le vieux mot d'ordre travailleurs de tous les pays, unissez-vous. De la même manière, les multinationales et les milieux dirigeants ont essayé de mettre en place une véritable guerre des idées pour faire admettre le libéralisme. Ça passe par des paradoxes sidérants qui accompagnent la loi El Khomri. On nous explique que le licencié favorise l'emploi, que le précarisé permettrait de lui garantir de la durabilité et de créer des CDI demain, que réduire les droits sociaux mettrait les travailleurs dans de meilleures circonstances pour être entendus par les patrons. Bref, de ces paradoxes, de ces contradictions violentes, ils veulent faire une arme de déboussolage des citoyens. Et je pense que dans ce débat, il ne peut pas y avoir une manière de rompre le lien qui existe entre droits sociaux et débat d'idées. Je pense que, d'une certaine manière, on a vu avec les jours heureux combien l'utopie initiale de la résistance, cette volonté au cœur même du chaos d'inventer, d'imaginer une autre société, eh bien, c'est fondé aussi sur l'affirmation d'idées qui contredisaient celle en cours pendant ces années noires, celle qui était issue de la droite maurassienne française et qui a conduit à la collaboration, et que c'est un débat d'idées en même temps qu'un combat armé qui s'est conduit dans cette période et qui a abouti à la libération, au fait que les idées de progrès social l'ont emporté un temps au moins sur les idées de régression sociale et démocratique. Et je pense donc que dans le débat que nous évoquons, il est important à la fois de mesurer les périls, et ils sont grands, et de mesurer qu'une espérance de la même façon peut bousculer les rapports de force, mais que ces rapports de force, nous en sommes collectivement, individuellement, les acteurs. Et pour ce qui concerne mon journal, qui est le journal de Jean Jaurès, je crois qu'il garde la même ambition qu'à ses origines, c'est-à-dire donner tous les éléments d'appréciation, de connaissance, de débat aux intelligences, à des intelligences libres pour qu'elles puissent être non seulement libres de penser, mais libres d'agir en faveur de la paix, du progrès et également du rassemblement des énergies aujourd'hui dispersées de ceux qui veulent transformer la société. Voilà, donc ça peut-être pour introduire notre échange, je suis à votre disposition.